Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un épisode exceptionnel de Plus belle la vie, encore plus belle, le numéro 363. Diffusé ce jeudi 26 juin 2025 sur TF1. Et autant vous le dire tout de suite, c'est un épisode intense, profondément émouvant et plein de tensions cachées. Dans cet épisode, les secours interviennent enfin dans l'appartement où Luna et Chloé étaient retenues. Chloé, très affaiblie, est en état critique, et les maux de Sorigny font froid dans le dos, déshydratation. Septicémie, urgence vitale. Luna, de son côté, bien que vidée de toutes ses forces, parvient à dire ces mots simples mais puissants, on est vivante. C'est la fin du cauchemar, ou presque. En parallèle, Patrick retrouve Babette et la serre contre lui avec une émotion contenue depuis trop longtemps. Mais non loin de là, Mathieu Sorigny assiste à cette étreinte. Douloureusement conscient de ce qu'il perd, ou peut-être de ce qu'il n'a jamais eu. Dans l'ombre de ces retrouvailles, le mystère s'épaissit à l'hôpital. Patrick et Morgane découvrent des incohérences inquiétantes dans la disparition de médicaments puissants. Des opioïdes volés, une manipulation habile. Presque invisible. Et si le coupable se trouvait au sein même du personnel ? Du côté de Samuel et Jennifer, la tension monte aussi. Un simple SMS signé d'un mystérieux « D » suffit à faire ressurgir les doutes. Samuel tente de rassurer sa compagne, lui jurant fidélité, mais Jennifer, troublée, commence à se demander si elle connaît encore vraiment l'homme qu'elle aime. Les non-dits. Les secrets liés à l'enquête, et surtout les traces laissées par le drame des Carteron hantent encore son esprit. Et pour détendre l'atmosphère, retour sur la place du Mistral, où Jules et Aya s'affrontent à la pétanque. Mais attention, la partie prend un tournant inattendu avec l'arrivée d'une nouvelle coach improbable mais redoutable, Myrta Torres. Ancienne championne des années 90. Enfin, au pavillon des fleurs, Luna retrouve ses repères. Un moment de douceur avec Eric et Blanche, un dessert fait maison. Un clin d'œil à la vie qui reprend, mais aussi une pensée pour Chloé, encore hospitalisée. Entre révélations médicales, confrontations policières, doutes amoureux. Humour en terrasse et retour à la lumière après des jours de captivité, cet épisode 363 est un concentré d'émotions brutes et de suspens. Restez avec nous jusqu'au bout. Car Plus belle la vie n'a pas fini de nous surprendre. Dans l'appartement étouffant du dernier étage, le chaos organisé des secours tranche avec le silence morbide des derniers jours. Chloé est allongée, les traits tirés, la peau blême. Sorigny, à genoux près d'elle, vient de prendre son pouls. Son visage se ferme aussitôt. Peau à peine perceptible. Elle est en état de déshydratation sévère, et la plaie est infectée. Septicémie probable. Il faut la perfuser tout de suite. Babette, penchée sur elle, acquiesce avec sang-froid mais le cœur en vrac. Les pompiers s'activent, l'oxygène est branché, le brancard est prêt. À quelques mètres, Luna, affaiblie mais lucide, serre la main d'Idriss qui veille sur elle. Elle souffle difficilement, la voix cassée par la soif et l'épuisement. C'est fini. On est vivante. Idriss esquisse un sourire, soulagé. En bas de l'immeuble, Ali Belaïd est plaqué contre une voiture par Idriss. L'arrestation est rapide, sans éclat. Le gardien n'oppose aucune résistance. Il est abattu, vaincu. C'est fini pour lui aussi. Quelques instants plus tard, Patrick monte les escaliers 4 à 4. Lorsqu'il atteint l'étage, il découvre Babette aux côtés de Sorigny et de Chloé. Entourée des secours. Il la cherche du regard, les yeux embués par l'angoisse retenue depuis des jours. Babette. Elle se retourne, émue, à bout. Sans un mot. Patrick l'attire contre lui et la serre longuement dans ses bras. Un geste fort, instinctif. Elle ne résiste pas, elle s'abandonne un instant dans ce réconfort qu'elle n'attendait plus. À quelques pas de là, Mathieu assiste à la scène. Raide. Gêné. Un pli amer aux lèvres. Il détourne les yeux, mal à l'aise. Il comprend. Et ça le pique au plus profond. Mais l'heure n'est pas encore au règlement de compte. Ce soir, la priorité, c'est Chloé vivante. Luna sauvée.
Et Babette, saine et sauve, elle aussi. Pour une fois, la lumière a percé l'obscurité. Dans la pénombre de la cuisine, les volets à peine entr'ouverts laissent passer les premières lueurs du matin. Samuel referme doucement la porte d'entrée. Il est rentré tard. Encore épuisé par la nuit agitée. Il pose son sac sans bruit, mais Jennifer est déjà là, assise, les bras croisés, le regard fixé sur lui. T'as reçu un SMS. J'ai vu le nom, ou plutôt la lettre. D. Sa voix n'est pas accusatrice. Juste inquiète. Lucide. Samuel pousse un soupir discret. Il s'approche, pose doucement ses clés sur la table. Il s'assoit en face d'elle et plonge son regard dans le sien. Jen, je t'aime. Et je te jure que je veux pas aller voir ailleurs. Jennifer reste silencieuse. Elle attend la suite. Samuel prend une inspiration. Ce D, c'est pas ce que tu crois. C'est un indique. Quelqu'un qui travaille en sous-main, et qui m'a filé des infos précieuses pour retrouver Luna et Chloé. Un instant, elle le regarde. Cherche une faille, un flottement. Mais il est sincère. Fatigué, mais droit. Elle sent qu'il dit la vérité. T'aurais pu me le dire, murmure-t-elle, plus blessée que fâchée. Je sais. Mais je voulais pas t'inquiéter davantage. Tout était flou, instable. Je voulais attendre d'avoir quelque chose de concret. Un silence. Puis Jennifer se lève. Contourne la table et vient s'asseoir près de lui. Elle pose sa tête contre son épaule. Ne me laisse pas dans le flou, d'accord? Plus maintenant. Samuel l'embrasse sur le front. Promis. Et dans cette étreinte discrète, les doutes s'estompent. Pour un instant, au moins, la confiance reprend sa place. Dans l'appartement encore baigné de l'ombre de la nuit. Jennifer s'affaire en silence, les gestes lents. Samuel sort de la salle de bain, une serviette sur l'épaule. Il l'observe, devine l'agitation intérieure derrière sa retenue. Elle finit par se tourner vers lui, le regard baissé, presque honteuse. Je me sens bête d'avoir douté de toi. Elle s'interrompt, puis relève les yeux. Je suis désolée, Samuel. Il s'approche, dépose une main sur sa joue avec douceur. C'est normal d'avoir eu peur. Mais on est solide, toi et moi. Jennifer sourit faiblement. Un poids se libère de sa poitrine. Mais au fond, une gêne tenace persiste. Comme si cette histoire, malgré les mots rassurants, n'était pas totalement close. Pendant ce temps, dans les couloirs humides de l'immeuble abandonné, Chloé avance à pas lents. Elle vacille, le visage marqué par la fièvre. Soudain, sa jambe cède sous elle. Elle chute brutalement dans l'escalier. Un cri de douleur résonne, court et étouffé. Ali Belaïd surgit, paniqué. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai besoin d'un médecin. Il faut m'emmener aux urgences, gémit-elle, tentant de se redresser. Mais le visage d'Ali se ferme. Derrière son agitation, une peur plus grande que la compassion, la peur d'être dénoncée. Non. Impossible. Tu vas pas foutre ma vie en l'air. Chloé le fixe. Stupéfaite. Tu veux me laisser crever ici? Il recule, fuit son regard. Puis, froidement, il lâche. Tu vas pas bouger d'ici. Tu restes. Chloé comprend. Ce n'est plus un hébergement clandestin. C'est une séquestration. Ce qu'elle ignore encore, c'est que Mouret, lui, a tiré les ficelles depuis le début. En échange de son silence, il a promis à Belaïd des papiers. Une nouvelle identité. Une sortie vers la Belgique. Mais à quel prix? Ali, acculé, en est devenu l'exécutant servile. Et Chloé, son simple souffle est désormais une menace pour eux. Sur la place du Mistral, le soleil tape doucement sur le bitume encore tiède. Aya s'installe tranquillement au bord du terrain de pétanque, une boule à la main, l'air détendu. Elle ferme un œil, vise mollement le cochonnet. Je veux juste m'échauffer tranquille. Sans pression, ok? Lance-t-elle avec un sourire. Mais Jules, déjà en position, lui,
ne l'entend pas de cette oreille. Il plisse les yeux, concentré. Comme s'il jouait la finale d'un championnat national. Aya, c'est pas une balade. Le concours approche. Et moi, je veux ma revanche. Contre mon grand-père. Il m'a humilié l'an dernier. Attends, tu veux battre Robert? Le mec qui a grandi avec une boule dans la main? Justement. Il croit encore que je suis un gamin. Cette année, je lui montre que je suis plus fort que lui. Aya rit doucement, amusée, puis relance une boule bien à côté du cochonnet. Si tu comptes sur moi pour ta revanche? T'es pas sorti de l'auberge? C'est alors que Myrtha, qui passait avec son cabas à la main, s'arrête et observe quelques secondes, l'œil malicieux. Tu tiens ta boule comme un œuf en cristal? Ma chérie. Tu veux un petit conseil? Aya se redresse, surprise mais curieuse. Vous jouez à la pétanque, vous? J'ai gagné 3 concours dans les années 90, mademoiselle. Et un en 2004. Jules arque un sourcil, impressionné malgré lui. Aya éclate de rire. Bon, allez. Coach Myrtha, je suis toute oui. Myrtha dépose son sac, retrousse ses manches. Et sur cette place ensoleillée, une nouvelle alliance se forme, la jeunesse d'Aya, l'obsession de Jules, et l'expérience redoutable de Myrtha Torres. Le soleil de fin d'après-midi baigne le salon du pavillon des fleurs d'une lumière tiède. Luna pousse doucement la porte, encore un peu fatiguée, mais souriante. Elle inspire l'air familier du lieu. Et un soupir de soulagement lui échappe. Eric, accoudé à la table, se lève aussitôt pour venir l'accueillir. Alors, verdict? Négatif. J'ai pas la teigne, sourit Luna. Je suis bonne pour reprendre du service. Tu veux dire, bonne pour manger un vrai dessert, réplique Blanche, déjà en train de sortir 2 petits plats d'un sac en tissu. Spécialité du Mistral, annonce Eric, faussement solennel. Une mousse au chocolat maison et un crumble encore tiède. Luna éclate de rire en s'installant sur le canapé. Vous m'avez manqué. Et je savais pas à quel point j'avais besoin de sucre. Ils partagent un moment simple, précieux. Blanche lui tend une cuillère avec un sourire attendri. Tandis qu'Eric détaille fièrement la composition du crumble comme s'il avait participé à sa création. Et Chloé, demande Luna après une bouchée de mousse. Elle va mieux, répond Blanche. L'infection est passée. Elle reste encore quelques jours à l'hôpital, pour être bien suivie, mais elle est tirée d'affaire. Luna ferme les yeux une seconde, profondément soulagée. Elle est forte. Elle va s'en sortir. Eric lève son verre de jus de fruits. À Chloé. Et à ton retour, patronne. À la vie, ajoute Luna, les yeux humides mais brillants. Et dans la chaleur tranquille de ce retour au calme, au cœur du pavillon, l'espoir reprend doucement sa place. Dans le bureau exigu de l'hôpital, Patrick se tient debout, les bras croisés. Son carnet en main. En face de lui, Morgane consulte l'écran de l'ordinateur, concentrée, les sourcils froncés. Voilà, dit-elle en pivotant légèrement l'écran vers lui. C'est la liste exacte des médicaments déclarés manquants dans le service. Patrick parcourt la colonne des noms de substances. Compare machinalement avec les notes qu'il a griffonnées dans son carnet. Puis il relève les yeux, intrigué. Ce n'est pas ce que Babette et Sorigny m'ont transmis. Il manque plusieurs choses. Morgane hoche la tête. Justement. Je leur ai parlé ce matin. Ce qu'ils ont remarqué dans le chariot, c'est légèrement différent. Certains médicaments qu'ils disaient disparus, sont en fait encore là. Et d'autres, qu'on n'avait pas remarqués au début, ont été subtilisés plus discrètement. Patrick se redresse. Plus attentif que jamais. Donc quelqu'un a peut-être trafiqué la liste. Ou bien il y a eu plusieurs prélèvements, à différents moments. Morgane soupire. Ce n'est pas un simple vol d'opportunité, Patrick. Ça ressemble à quelqu'un qui sait très bien ce qu'il cherche, et comment le cacher. Le commandant referme son carnet d'un geste sec. Il le sent, une autre piste vient de s'ouvrir. Et peut-être qu'elle est plus dangereuse qu'il ne l'imaginait. Dans le calme feutré de l'infirmerie de l'hôpital.
Morgane referme doucement la porte derrière elle, le visage fermé. Elle s'approche de Patrick, qui l'attend près du poste informatique. On a vérifié et revérifié les stocks. Ce sont bien des opioïdes qui ont disparu. Pas des médocs anodins, des antalgiques puissants, à usage strictement encadré. Patrick hoche la tête, grave. Morgane poursuit, plus bas. Et si le vol venait de l'intérieur? Il la fixe, surpris. Tu penses à quelqu'un du personnel? Franchement, les prélèvements sont trop propres. Pas de traces, pas d'entrée forcée. Rien dans les vidéos. Le voleur savait exactement où chercher et comment ne pas se faire repérer. Le silence est lourd. Une hypothèse inquiétante commence à prendre forme. Au commissariat, la tension est d'un tout autre ordre. Samuel, les nerfs à vif, fait les 100 pas dans le bureau d'interrogatoire. Marc Mouret, imperturbable, reste assis, les bras croisés, affichant son éternel sourire ironique. Vous vous planquez derrière votre blouse, mais vous êtes un salaud. Vous avez failli laisser crever 2 femmes, hurle Samuel, hors de lui. Mouret esquisse un rictus. Ce genre de propos, docteur, ça peut vous valoir une plainte pour diffamation. Samuel se jette presque sur lui, le regard noir. Mais Idriss intervient juste à temps. Il s'interpose, main en avant. Stop. Samuel, respire. Laisse-le. On va le coincer, mais pas comme ça. Samuel recule, à bout, le souffle court. Idriss le pousse doucement hors de la pièce, le guide dans le couloir. Tu fais partie de l'enquête, mais t'es trop impliqué. Tu vas te griller. Samuel passe les mains sur son visage, tremblant de colère. Il se fout de nous, et il va s'en sortir si on bouge pas. Mais Idriss, plus calme, plus stratège, murmure. Il va tomber. Je te le promets. Et dans l'ombre du commissariat, la guerre contre Mouret ne fait que commencer. Le Mistral bruisse d'une douce agitation en cette fin d'après-midi. Les verres teintent, les rires fusent ici et là. Mais à la terrasse, Luna, Jennifer et Barbara sont comme coupées du reste du monde. Autour d'un café à peine entamé, les visages sont graves, concentrés. Luna raconte, le regard un peu fuyant. Comme si certaines images refusaient encore de quitter sa mémoire. On était dans cette pièce sans fenêtre. L'air devenait irrespirable. Et Chloé, elle délirait. Elle disait des choses incohérentes. Moi, je faisais semblant de pas paniquer, mais j'étais morte de trouille. Jennifer pose une main sur la sienne. Tu as tenu bon, Luna. Grâce à toi. Elle est encore en vie. Mais Luna secoue la tête. Et pourtant, j'ai cru que personne ne viendrait. Je me disais que c'était fini. Et ce fameux indique de Samuel. Ok, il a aidé. Mais bizarrement, il était pas là au moment où on nous a sortis de là. Un silence suit. Gêné, lourd. Barbara baisse les yeux vers sa tasse. Jennifer, elle, garde le regard fixe, presque figé. Plus tard, alors que Luna est partie saluer Myrtha à l'intérieur, Barbara et Jennifer restent seules. Tu lui fais pas confiance, murmure Barbara, les sourcils froncés. Jennifer soupire. Longuement. Il m'a menti, Barbara. Quand je l'ai confronté à propos du SMS de ce fameux « D », il a esquivé. Il m'a dit que c'était un indique. Mais j'en suis plus si sûre. Depuis qu'il a dû abattre les carterons, il est plus le même. Barbara ne dit rien, mais son regard s'assombrit. Elle aussi l'a remarqué, dans les silences de Samuel, il y a quelque chose de cassé. Et si Jennifer commence à douter, alors c'est que les fondations de leur couple vacillent. Et voilà, c'était le résumé complet et intense de l'épisode 363 de Plus belle la vie, encore plus belle. Diffusé ce jeudi 26 juin 2025. Un épisode qui nous a tous pris à la gorge, entre la peur de perdre Chloé, le soulagement de voir Luna vivante, les retrouvailles émouvantes entre Babette et Patrick. Les tensions silencieuses entre Mathieu et le reste du monde, et les secrets toujours plus lourds à porter pour Samuel. Mais ce n'est pas tout. L'affaire des médicaments volés s'annonce comme une nouvelle bombe à retardement.
Qui manipule les stocks? Qui vole quoi, et pour en faire quoi? Les pistes sont ouvertes, les soupçons grandissent. Et les personnages ne sont pas au bout de leur peine. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains épisodes, et surtout à partager votre avis en commentaire. Qu'avez-vous pensé de l'attitude de Samuel? De la réaction de Jennifer? Et de ce retour tout en émotion au pavillon? On se retrouve très vite pour la suite, car au Mistral, chaque silence cache une vérité. Merci à vous et à très bientôt sur la chaîne.